Bonjour, oui, effectivement, vous réveillez, je crois que tout le monde est réveillé là, à propos des mêmes préoccupations. C'est plutôt tenter, à travers notre présence ici, de fédérer. Nous sommes constitués comme un corps social, cherchant justement à fédérer toutes les énergies diverses et de pouvoir imaginer quelque chose qui puisse regrouper un peu toutes les forces, toutes les associations diverses, chacun de notre place. Donc Valérie, maman de Théo, Valérie Guecrouge, Hervé Lec, éducateur spécialisé, Tristan Triche, en formation, étudiant en EduxP, et moi-même psychiatre en institution. Effectivement, on représente le collectif du 7, mais nous avons déjà au préalable, auparavant, participé à d'autres associations, à d'autres regroupements, dont nous allons témoigner aujourd'hui un petit bout, chacun de notre place. Alors, ce collectif, merci à Joseph Mornet de nous avoir invités pour justement faire cet acte de parole, cet acte politique qui nous permet d'être debout parmi tous avec cette colère devant la dégradation de l'état de la santé publique et de tous ces services de soins, que ce soit sanitaire, social et médico-social. Et d'ailleurs, vous avez des manifestes sur vos chaises, ne vous assoyez pas dessus trop longtemps. Ce rassemblement initialement était constitué à partir des professionnels du médico-social. L'idée était de partager la clinique, l'éthique, la politique, l'humanisme qui effectivement pouvait nous rassembler autour de cette question de la déshumanisation et du manque de place afin de réfléchir à la manière d'offrir une place digne pour chacun et pour tous. Il y a eu depuis de 7 juillet 2017 presque un an de travail autour d'une tentative de médiatisation avec un manifeste élaboré, une pétition envoyée sur les réseaux sociaux, un projet vidéo, des prochains projets sur la place publique qui sont encore secrets, mais dont nous vous inviterons rapidement. Il y a eu un rapprochement avec les juristes et les avocats pour essayer de trouver comment faire accéder à une place, comment faire respecter ce droit constitutionnel à la santé pour tous. Et petit à petit, un ensemble d'autres professionnels, d'autres familles, d'autres associations citoyennes, d'autres psychiatres et psychologues libéraux et hospitaliers ont rejoint ce collectif. Il est encore largement insuffisant et il faudrait, comme ça, de colloque en colloque, que nous puissions nous faire connaître et inviter à nous rassembler pour plus de force. Je crois que l'appel des 39, l'appel des appels, enfin il y a beaucoup de mouvements comme ça qui finalement finissent par se diluer, s'éteindre, et l'idée, ça serait de comment faire force. Moi, juste de ma place, puisque chacun va témoigner de sa place, je suis psychiatre en ITEP, après avoir éprouvé la lente dégradation du service hospitalier. Et effectivement, je peux témoigner de la grande dépersonnalisation, de la grande dissociation, de la grande discordance, on va dire, de l'état délirant, mais sans la dimension humaine, de l'état d'accueil des services hospitaliers à nos jeunes adolescents et aux enfants aujourd'hui. À Montpellier, où la souffrance et l'exclusion évidemment est à l'extérieur, et à l'intérieur, on trouve de plus en plus de contention et d'isolement, dans les chambres d'isolement. Je peux témoigner tous les jours de ces adolescents et ces enfants pour qui une urgence hospitalière, la souffrance psychique ne peut plus être contenue à l'intérieur des consultations en libéral ou sur les longues listes d'attente d'accueil en médico-social. Et pour autant, avec l'hôpital, c'est vrai qu'on a du mal depuis quelques années à trouver ou langage commun ou place pour ces jeunes. On sait que plus il y a de médicaments et d'unités pour les bipolaires, pour les hyperactifs, pour les troubles neurodéveloppementaux, et plus il y en a de bipolaires, d'hyperactifs et de troubles neurodéveloppementaux,
Et on voit combien les services diagnostiques, les services effectivement de recherche et d'imagerie remplacent allègrement les cliniciens, les thérapeutes, les soignants, remplaçant l'homme à l'écoute du un par la machine à traiter du tous et remplaçant les symptômes par les troubles, la psychose par le hors-sujet et l'écoute par la sédation. Les psys, donc, sont maintenant des évaluateurs sélectionneurs. Et donc, ce symptôme moderne, il n'y a plus de place, il n'y a plus de cases, on va dire, à cocher dans le DSM. On ne sait plus comment le penser. On sait que, voilà, c'est une machine à broyer de l'humain, à faire du même, à faire du pour tous. Et il n'y a plus de distinction du sens de l'histoire, du singulier et de la parole. C'est d'ailleurs à partir de ce constat partagé qu'un un grand groupe de 150 praticiens qui était né il y a 15 ans, c'était les artisans langagiers, mais qui a travaillé en groupe et en sous-groupe depuis 3 ans sous différents groupes d'engagement, de politique et de liens avec les autorités de tutelle, ont œuvré pour essayer de effectivement inventer et proposer des solutions d'accueil à tous ces jeunes en souffrance psychique. Et je représente un petit peu dans le regroupement vers ce collectif de l'appel du 7, une partie de cette alliance du groupe de tous ces psys libéraux puis hospitaliers et médico-sociaux de la région qui sont allés auprès de l'ARS discuter et œuvrer pendant quelques heures pour les faire concerner, pour les alerter sur l'état d'urgence. Et notre travail a constitué à plusieurs psychiatres à dérouler précisément, depuis la consultation en libéral d'accueil pour enfants et adolescents en souffrance psychique, combien le parcours du combattant était aujourd'hui sans issue, avec au départ la relation transférentielle, le pivot de la relation thérapeutique qui a mené les familles et les enfants à pouvoir dépasser des fois la grande période, la grande problématique pathologique, et que finalement, d'errance en errance, ces familles esselées, les enfants multipliaient les symptômes et généraient de plus en plus d'exclusion, de plus en plus d'incapacité aux apprentissages, puis du coup exclus du milieu ordinaire scolaire, puis inscrits à la MDPH sur des listes d'attente interminables de CESA dans CESA, d'ITEP, d'IME, et que finalement, la population qui gonfle les listes d'attente va bientôt être supérieure à celles qui sont incluses et intégrées dans le milieu normal. Les ITEP et les IME, mais les ITEP où je travaille étant le lieu le plus a priori logique maintenant d'adresse et d'orientation des pathologies des jeunes troublés, alors avec des troubles qui ont d'autres noms aujourd'hui, donc mais de la psychose, de la souffrance. Donc voilà, je voulais témoigner qu'un groupe de 150 praticiens était allé alerter les tutelles pour proposer des alliances, pour proposer d'être à côté, pour dire qu'on était quand même les mieux placés pour avoir quelques idées sur comment pouvait marcher le soin et comment on pouvait accueillir au mieux, comment on pouvait orienter les budgets, les finances, autrement que ce gaspillage au niveau des services diagnostiques. Voilà, nous avons rejoint l'appel du 7 et nous vous invitons à faire de même. Je vais passer la parole du coup à moi. À Valérie, pardon. Voilà. Maman de Théo. On a 2 micros parce qu'on le vaut bien. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, j'aurais pu intervenir dans l'appel du 7 en tant que professionnelle, puisque depuis quelques temps, je me suis professionnalisée en tant que formatrice pour les professionnels qui ont à charge des personnes autistes ou des troubles envahissants du développement. Mais dans l'appel du 7, ma place, elle est surtout en tant que mère de 5 enfants, et notamment de Théo, le dernier, qui a 14 ans et qui est autiste. Et je voudrais, moi aussi, montrer qu'en tant que parent, on peut entrer en résistance, qu'il est fondamental de rentrer en résistance, et pas uniquement en résistance
par rapport à notre problème à nous, parce que c'est souvent ce qu'on fait, parce que on a tellement peur, on est tellement désemparé, on a tellement le sentiment qu'on est seul et qu'il faut se battre pour avoir une place pour notre enfant, en oubliant qu'en réalité, il faut se battre pour qu'il y ait des places pour tous les enfants, et donc notre enfant en fera partie. Et on nous fait croire, ça fait très théorie du complot, mais bon, peu importe, on nous fait croire qu'en fait, il faut qu'on s'occupe de nous, pour qu'on regarde juste notre petite partie, qu'on ne se rende pas compte que le problème est bien plus général, le problème est sociétal, le problème est dans la cité, et que nous, on fait partie de cette cité, et que le meilleur moyen, finalement, de faire bouger les autres, c'est de faire bouger les choses, c'est de rejoindre les autres. En cela, l'appel du 7, pour moi, est fondamental. Je rejoins une famille de pensée, une famille politique, et j'ai le sentiment qu'on s'aide les uns les autres. C'est comme ça que j'ai rejoint le collectif. Je vais vous lire un petit texte, ce qu'on appelle maintenant les vignettes, je trouve que le mot est très joli, d'un moment que j'ai, pour vous montrer la complexité d'accompagner un enfant différent, un enfant autiste en l'occurrence, et de montrer qu'il n'y a pas un seul chemin, qu'il n'y a pas une seule machine qui lui correspond, que ça ne marche pas du tout comme ça, que si on veut laisser une personne se découvrir, eh bien, il faut l'accompagner au jour le jour avec beaucoup d'humanité, qu'il n'est pas question de le placer ici ou placer là, parce que juste il y a une place. Voilà, donc je vais vous lire ce petit texte que j'ai appelé « Le temps d'être soi ». Finalement, je les mets, tant pis. Voilà. Donc, l'enfant naît, le temps magique d'une nouvelle vie. On était femme ou homme, et nous voilà parents. Le temps s'immobilise, durant lequel on prend conscience de ce bouleversement. On se redéfinit, on se redessine, on se réapprend. Un temps confortable qui nous appartient et qui nous nourrit, plein de tendresse, d'amour et de projets. Et puis voilà que très vite, trop vite, on apprend que notre enfant est différent. Alors le temps s'arrête. Le temps de la sidération, le temps de l'acceptation, et puis, quand c'est possible, le temps de la compréhension. Nous sommes dorénavant sur d'autres rails, engagés le long d'une voie sur laquelle le temps file différemment. Le temps de l'autre n'est plus le nôtre. Nous sommes en dehors de tout ce qui n'est pas nous, regroupés autour de notre peur, autour de notre souffrance. Pourtant, c'est là que vient le temps des professionnels. Le diagnostic, les soins, les prises en charge, les places disponibles, les listes d'attente, les bricolages, les combats, divers et épuisants. Tout autour de nous, la vie s'accélère. Les décisions, les obligations, les confrontations, les deuils, les pertes, les indicibles, les choix, impératifs, douloureux, impossibles. Parfois, on voit filer les autres autour de nous, les amis et leurs enfants, nos collègues et leurs enfants, nos voisins et leurs enfants, bien au chaud dans la ronde, cette ronde que nous n'avons pas eu l'occasion de rejoindre et puis qui finalement se passe si bien de nous. Cet à côté, le temps de l'à côté qui ne nous sera pas rendu, qui ne pourra jamais être rattrapé, le temps de tout ce que nous ne pourrons pas faire au sein de la famille. La famille d'ailleurs, qu'est-elle devenue au fil du temps? Pourtant, notre enfant grandit à la même allure que n'importe quel enfant et invariablement, il devient adolescent, puis adulte. Ce temps-là est identique à celui des autres. Personne ne tiendra compte des années volées et des ratés que la société aura pourtant considérés comme impondérables à son handicap. Même s'il n'a pas eu l'occasion de vivre son enfance, il devra rendre des comptes de son état d'adolescent, puis d'adulte. C'est une double peine. Alors on nous pousse, on nous tire, on nous encourage à prendre des décisions rapidement pour que notre enfant puisse trouver une place en fonction de son âge et non de son état, et certainement pas en fonction de ses choix. C'est étonnant d'ailleurs, comme d'emblée, il n'est pas considéré comme ce qu'il est, mais comme ce qu'il n'est pas. Non-voyant, non-entendant, non-parlant, non-marchant, non-apte. Alors qu'au fond, il est peut-être poète, ou peintre, ou bricoleur, ou décideur, mais qui lui laisse le temps d'être cela? Car on doit choisir, vite. Cette place, même si elle n'est pas idéale, elle est libre, pour quelques heures. Et si on ne la prend pas, qui sait si on en trouvera d'autres? On regarde notre ado, qui n'est qu'un petit enfant, dans un corps qui a grandi si vite, et on doit lui trouver une vie, sans avoir eu l'occasion de savoir quelle pourrait être sa vie. Mon fils Théo a 14 ans. J'aimerais que cela suffise comme information à son sujet. C'est un ado, il a ses rêves, il est plongeur, il aimerait nager avec les requins, s'occuper des animaux, mais il aime aussi les jeux informatiques et il a beaucoup d'amis qu'il reçoit chez nous. Mais ça, ce serait mentir, bien sûr. Mon fils Théo est autiste, et j'ai beau tourner ce sujet dans tous les sens, je ne vois pas comment faire l'impasse de cette information capitale à son sujet. Être plongeur, c'est être au fond de l'eau, son corps compressé, donc existant.
Pas d'odeur, pas de bruit, on se parle par geste. Les choses sont simples. Pas de sous-entendu, de second degré, pas de mensonge, pas de manipulation. Et pourquoi les requins? Eh bien parce que personne ne les aime et qu'ils ont besoin d'amour comme tout le monde, me dit-il. Les jeux informatiques, c'est comme ça qu'il s'est construit. Son cerveau est comme une console de jeu, il en maîtrise les codes et les langages. Il a organisé sa compréhension des choses en niveaux, en difficultés, en ennemis à combattre, en points à gagner. Ses amis, il les reçoit chez nous, certes, mais par le biais d'Internet. Grâce à Skype, il peut partager ses passions des jeux sans avoir à affronter les codes propres aux jeunes de son âge. Il est à ce point décalé qu'il ne sait même pas qu'il ne sait pas. Mais dans le monde des jeux, Théo est un maître. Il peut créer des relations à partir de là. Le reste du temps, il est dans une école spécialisée avec d'autres enfants autistes. Il y est bien, il y est tranquille, il y est scolarisé depuis ses 9 ans. Avant cela, je lui faisais école à la maison. Je lui ai suggéré il y a quelque temps de rejoindre une classe inclusive, une Ulysse, pour bénéficier d'un enseignement plus soutenu. L'air de rien, il n'est pas loin le temps où il devra se choisir un métier, et pour cela, il va bien falloir rejoindre une certaine norme. Comment faire l'impasse? Et puis, je lui ai suggéré également qu'il serait peut-être bénéfique qu'il ne soit pas entouré que par des enfants autistes. On appelle ça l'inclusion, c'est très à la mode. Mais voilà, il m'a dit qu'il était bien avec les autistes. Avant d'être à l'école améthyste, m'a-t-il dit, je souffrais d'être le seul handicapé de notre village. Je souffrais d'être le seul autiste. Je ne le savais pas, lui ai-je répondu, bouleversé. Eh bien, moi non plus, je ne le savais pas. Je ne l'ai compris que lorsque j'étais au milieu d'autres autistes. Je me suis senti mieux immédiatement. Un autre jour, alors que j'allais faire une intervention à propos de l'autisme lors d'une conférence en Suisse et que nous révisions avec les organisateurs les sujets à aborder, Théo est intervenu dans notre discussion. « Maman, il ne faudra pas oublier de leur dire quelque chose de très important. Dis-leur bien que j'utilise 95% de mon énergie à paraître normale et que le reste du temps, je suis très fatiguée. » 95% de son énergie. Pour Théo, les chiffres sont littéralement sa base de données fondamentale pour comprendre le monde. Donc lorsqu'il dit 95%, il faut l'entendre comme tel. Voilà, je parlais de mon temps, de celui des professionnels, de celui du système, de la société, le temps des solutions, mais finalement je me trompe. Le seul temps qui vaille la peine qu'on en parle, c'est son temps. Qui va l'aider à trouver son temps? Je vous remercie de m'avoir écouté. Oh! Merci. Bonjour à tous, c'est toujours très difficile de passer après toi Valérie, je vais essayer de le faire. Alors j'ai écrit un petit texte pour cette occasion, donc excusez-moi si je ne vous regarde pas, c'est pas parce que vous me gênez, bon si un petit peu, mais c'est aussi pour lire plus facilement. Voilà, donc quand on m'a parlé d'intervenir pour l'appel du 7, je ne savais pas quoi apporter comme témoignage. Je suis un simple étudiant à l'Institut régional du travail social, en 2e année de formation d'éducateur spécialisé. Que puis-je dire de particulier alors que d'autres le diront sans doute mieux que moi? En quoi mon discours peut-il être différent de professionnels qui ont vu sur le temps long les changements qui s'opèrent dans les secteurs du social et du médico-social? De celui de parents qui subissent ces changements, sont pris dans des files d'attente de placement en structure de leurs enfants. Des personnes accompagnées elles-mêmes, qui, sans doute les premières, sont mises hors de la chaîne, car la société n'est pas en capacité de leur donner une place adaptée dans une fabrique qui marche sans eux, alors qu'elle est censée se construire à partir d'eux. Quelque part, je me sens comme un ethnologue, pris dans la découverte de peuples s'entremêlant, vivant dans un environnement commun et pourtant ayant chacun des façons de fonctionner, d'être au monde différentes, au sein d'une société dont je découvre encore les rouages, les méthodes de production, les différents outils où les machines institutionnelles, les mains subjectives, les bureaux administratifs, produisent des méthodes dont je découvre encore le mode d'emploi. Donc je prendrai comme point de départ ma période d'essai à moi, celle d'un apprentissage et d'une prise de conscience, d'un sentiment diffus qui a fini par me faire observer et alimenter mes expériences de stage en institution sous une autre lumière. Car comme disait Toscaïès, il y a ce qui existe et ce qui insiste, un intérieur qui influence la compréhension et la préhension de l'extérieur, et qui explique pourquoi, toujours simple étudiant, j'ai décidé de rejoindre ce collectif et apporter ma main-d'œuvre dans une entreprise du travail social que je trouve déjà trop mécanique. Oh, ce ne sont que des idées simples, des opinions naïves. Mais la naïveté est parfois une méthode nécessaire pour rappeler des fondamentaux.
pour se révolter contre un monde qui excuse trop souvent ses horreurs en disant que c'est complexe. Des idées qui sont nées de mes observations et participations lors de mes stages, où j'ai vu des professionnels construire leur action malgré, un malgré qui semble prendre plus de place et inquiéter, où j'ai discuté avec des parents combattant une machine kafkaïenne pour placer leurs enfants, des enfants qui, comme dans le roman Le Procès, sont désignés coupables et mis au banc de l'attente, sans savoir ce qu'ils ont fait de mal, uniquement en raison de leur différence, où j'ai vu des SDF demander de l'aide, un effort, je l'oublie parfois, mais avouer dans un bureau sa propre problématique, son incapacité à trouver seul une solution, est bien un effort incroyable. Et être accueilli par un administratif, il n'y a plus de place disponible. Un travailleur social cherchant à mettre de l'humanité dans cette usine inhumaine. Enfin, où j'ai vu des adolescents avoir la possibilité d'évoluer, de vivre dans un environnement adapté, de se construire et d'enfin avoir un endroit qui parle avec eux de leur vie, non pas une vie décalée des autres, celle de l'ordinaire comme on dit, non pas une vie en suspension, non pas une vie se résumant à escalader des murs érigés par un monde inadapté, mais une vie qui est la leur, qu'ils modèlent, qui, enfin, peut être leur vie à eux et à eux seuls, où la machine à soigner produit les outils qui leur permettront de se prendre en main, de ne pas être un produit ou une matière première, mais de, à terme, se produire eux-mêmes à partir d'eux-mêmes. Des adolescents que j'ai vus comme chanceux, ce qui est doux, mais surtout amer. Car pourquoi sont-ils vus comme chanceux dans une société où la prise en compte de chacun, rappelée dans les discours, les conventions, les droits de l'homme, est normalement la norme? Voilà, ce ne sont que des exemples pris dans mon travail d'apprenant. Bien sûr, cela est sans doute trop noir, trop pessimiste. Sans doute mon futur de travailleur social doit passer d'un imaginaire, un idéal, à une réalité sur laquelle construire mes méthodes au sein d'une machine me faisant sentir parfois maladroit et stressé comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. D'essayer de faire une production originale dans une entreprise institutionnelle et administrative huilée, malgré, toujours ce malgré, une angoisse de voir les voyants rouges s'allumer et chacun rentrer leurs outils dans leur boîte, et tant pis pour les publics qui attendent devant la porte. Après tout, comme l'a dit un autre, rien n'empêchera, pas les lois, pas les coupes budgétaires, les gens de continuer à se réunir et danser, de trouver des solutions pour continuer à vivre, fabriquer eux-mêmes de quoi se soigner. Mais pour toutes les raisons évoquées précédemment, je ne peux pas m'empêcher, simple étudiant encore et toujours, de vouloir rejoindre ceux qui font de l'alarme un son sur lequel se mettre en marche. Car, et je terminerai mon intervention sur cette citation pas forcément consensuelle, mais que j'aime beaucoup, comme le disait le réalisateur Michel Audiard, « Bénis soient les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Ma question étant, jusqu'à quand pourra-t-on encore les aider à l'allumer? Merci de m'avoir écouté. Bonjour. Alors, moi, lorsque j'ai rejoint l'appel du 7, je me suis souvenu d'une citation d'un éminent médecin psychiatre qui affirmait que le collectif était une machine à traiter l'aliénation. Je les rejoins donc, chaque trimestre, pour une sorte de thérapie de groupe afin de tenter de soigner mes angoisses, mes phobies, mes obsessions et autres maladies psychiques qui parsèment notre profession. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de ma machine à soigner, ou plutôt mes machins pour bricoler. Je souhaiterais faire un lien entre cette vision de mon travail éducatif et mon engagement dans l'appel du 7. Engagement, quel joli mot. En voici plusieurs définitions. C'est d'abord le fait de prendre parti sur des problèmes politiques ou sociaux par son action et ses discours. D'un point de vue philosophique, c'est un acte par lequel l'individu assume les valeurs qu'il a choisies et donne, grâce à ce libre choix, un sens à son existence. C'est aussi l'acte ou l'attitude d'un intellectuel, d'un artiste ou d'un simple citoyen qui, prenant conscience de son appartenance au monde, abandonne une position de simple spectateur et met sa personne ou son art au service d'une cause. Tout un programme donc. Ce mot riche de sens étant défini, je vais pouvoir entamer mon propos. J'ai la chance de travailler au sein d'une institution engagée. Le débat, la discussion, l'échange, la disputation, l'engueulade ont toute leur place dans ce grand bazar institutionnel. On se prend au sérieux, d'autres fois pas, on rit, on pleure, on mouille le maillot, on se tourne les pouces. On vit quoi? Exister pour faire exister, si je devais faire un petit raccourci. Le cœur de notre métier étant à nous tous ici de porter, d'accompagner, de soutenir des projets de vie, de protéger des personnes en situation de précarité, d'être les porte-voix de ceux que la société refuse d'entendre et même parfois de regarder comme des citoyens, des femmes et des hommes à part entière. Un ethnologue formateur et enseignant, dont je ne me souviens plus le nom, résume très bien l'affaire qui me préoccupe. Il dit à peu près les choses comme ceci. Commence alors l'arrivée et la mise en place de cet avenir qui descend dans notre modernité, celle du prix de journée, du parcours de l'usager, de la démarche qualité, du projet et de l'évaluation, des rationalités paniques,
des politiques publiques et de l'année de l'autisme. On nous oblige à suivre des recommandations de bonnes pratiques. On parle du droit de l'usager alors que ces droits élémentaires sont souvent bafoués. On achète des méthodes d'accompagnement, des formations sur différentes prises en charge à des prix exorbitants, alors que ce qui se trouve dans les assiettes de nos protégés est souvent immangeable. Dans le secteur adulte, le ratio d'encadrement se définit à peu près comme ceci. 1 pour 6, 2 pour 7, 3 pour 12, mais rarement tous pour 1. Les chambres d'isolement refont doucement mais sûrement leur apparition. La dictature des normes d'hygiène, de sécurité s'accentue, pour s'imposer complètement dans certains établissements. Alors, dans cette atmosphère complètement délirante, il nous faut continuer à inventer, porter, soutenir la vie contre ce rouleau compresseur mortifère. Je ne doute pas un seul instant que c'est dans les collectifs que se trouve notre salut. Un poète disait « Quand on donnera à la pensée ce qu'on donne au ballon rond, on aura sauvé la nation ». Bon, on est loin d'avoir sauvé la nation lorsqu'on voit qu'un transfert de footballeurs génère 222 millions d'euros et que des milliers de gens viennent s'entasser dans des stades ou s'extasient devant l'écran juste pour regarder des millionnaires jouer au ballon. Après cette longue introduction, je vais vous faire part de mon bricolage institutionnel à travers un texte que j'avais déjà écrit et déjà lu lors d'un colloque et que j'ai adapté pour ce temps de rencontre et, je l'espère, d'échange. Être au plus proche, ce n'est pas toucher. La plus grande proximité est d'assumer le lointain de l'autre. À partir de cette phrase de Jean Houry, je vais tenter de vous faire partager une expérience qui m'a amené à tutoyer, à travers le quotidien, la différence, la folie, et soutenir un projet de vie sociale au sein d'un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap. Je vais donc essayer de vous faire part d'une situation où il sera question d'outils et donc de bricolage. Marion est passionnée de musique, de chansons populaires, de chocolat et autres gourmandises. Lorsqu'elle arrive sur le foyer d'hébergement, elle a 35 ans. Elle bénéficie d'une restructuration interne ou plutôt d'un simple jeu de chaises musicales entre plusieurs services, le FAM, l'hébergement et les ALT. Le projet est ambitieux. Un travail, un nouveau rythme de vie, des nouveaux éducateurs, des nouveaux colocataires, etc. On associe à cela une disharmonie évolutive qui se traduit par de forts comportements d'opposition, un tant soit peu obsessionnel et tyrannique, une déficience intellectuelle et une épilepsie partiellement stabilisée, alors c'est le début d'une très longue aventure. Marion n'est pas une travailleuse handicapée traditionnelle. Elle ne possède pas le niveau d'autonomie requis pour intégrer une telle structure ou s'inscrire dans la dynamique d'un foyer d'hébergement. Mais la philosophie de notre établissement, de notre institution, est la mise au travail progressif au sein des ateliers et un soutien très individualisé dans les actes du quotidien. Nous laissons aux personnes le temps de s'inscrire dans une démarche et une dynamique. Nous faisons surtout le pari que c'est à travers un épanouissement professionnel et personnel que des personnes trouvent une place dans un collectif, dans la cité, et cela malgré leurs différentes singularités. Pour Marion, il fallait trouver des mots, des gestes, des regards pour entrer en relation, tisser du lien. Je ne les avais pas. Nous ne les avions pas. Elle devait aussi, dans cette période anxiogène qu'est le déménagement, vivre le décès brutal de son père et un changement de son traitement épileptique. Comment, dans ces conditions, inscrire cette dame dans une dynamique de foyer d'hébergement ? Partir au travail, faire à manger, le linge, sa chambre, le quotidien, quoi. Mais elle n'en voulait pas de notre proposition. Cela ne l'intéressait pas. On n'avait pas compris. Ce n'était pas maintenant. On s'était trompé. En début de carrière, je n'aurais jamais imaginé devoir m'interposer sur des vols d'infusion, devoir gérer une consommation excessive de serviettes hygiéniques, vivre des situations conflictuelles abracadabrantesques autour de CD, devoir mettre des pansements sur des plaies invisibles à l'œil nu. Un jour, en m'intéressant à Lacan, sur Wikipédia, excusez mes sources, quelques phrases m'ont interpellé sur l'analyse de son travail et de sa pensée. Ces quelques lignes, attachées à une époque maintenant révolue, me semblaient pourtant toujours d'actualité. Elles devaient aussi m'amener à réfléchir sur l'éthique, mais surtout sur ma propre perception de la raison. Alors il dit ceci. Dans une époque où le fou continue bien souvent d'être vu comme un dégénéré et enfermé comme un criminel, c'est encore sur l'éthique que Lacan appuiera sa démarche de considérer la folie non comme une altération de la raison, mais comme l'expression d'un désir obéissant à une logique propre, différente du sens commun, mais pas moins digne. On a donc décidé de chercher des solutions à des situations que l'on ne comprenait pas ou qui échappaient au sens commun. Quelle drôle d'idée de voler des infusions chez les voisins alors qu'on en a chez soi. Quelle drôle d'idée de se faire mal pour avoir un pansement. Avec le recul, je me suis rendu compte que ce n'est pas si important de ne pas comprendre. L'importance du moment, il me semble, était d'accueillir avec bienveillance et hospitalité. Des jolis mots, bienveillance et hospitalité. Je dois quand même vous avouer que cela n'a pas été possible tous les jours, d'accueillir avec bienveillance et hospitalité. En effet, malgré toutes les bonnes volontés d'un collectif, une porte fermée reste une porte fermée. Attendre donc, supporter quelquefois l'insupportable, la violence, l'automutilation, les insultes, les colères sans limite, accueillir même le pire,
Accueillir au-delà de ce qui est possible d'accueillir. On a beau mesurer 1,93 m, avoir presque 20 ans d'expérience, on n'est jamais vraiment armé dans ce genre de situation. Le poète écrit et chante. Quand on n'a que l'amour, pour parler au canon, et rien qu'une chanson, pour convaincre un tambour, alors, sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains amis le monde entier. L'amour ne suffit malheureusement pas toujours, pas tout de suite. Il faut y croire, se battre, les insomnies. Ne plus y croire, le travail qui s'invite dans les rêves, à la maison, se désespérer. Et un matin. Je me souviens encore de ce matin où elle se lève pour partir au travail sans aucune difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je ne sais pas. Et pourquoi moi? Parce qu'avec les autres collègues, cela continuait à être la misère. Une tendance à l'amélioration se dessinait, mais il marchait encore sur des œufs. C'est rigolo car à ce moment, je me souviens avoir eu l'indélicatesse, la faiblesse de me sentir bon. D'avoir cette affreuse pensée lorsqu'on fait partie d'une équipe, ben moi j'y suis arrivé. C'est humain, mais quelle bêtise. Car sans l'accord de Marion et sans le collectif, cela n'aurait pas été possible. Je pense aujourd'hui que mon salut est aussi venu de mon smartphone. J'entends dans l'assemblée les réactionnaires de tout poil se dire « mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que c'est que cet éducateur ?» Je vais donc rassurer les réactionnaires, c'est Dalida, Sardou, Bachoum, Louise Attaque, par le biais de mon smartphone, mais c'est bien eux qui ont trouvé la note juste pour qu'une relation s'installe. Cela paraît tellement évident qu'on l'oublie trop souvent. L'ambiance. On a beau mettre en place une batterie de protocoles, des rafales de méthodes, mais sans générer une bonne ambiance, c'est très compliqué. Pensez un jour que Gigi Lamoroso serait le tiers qui m'aiderait à débloquer une situation et à développer notre palette d'outils institutionnels. Vous imaginez bien qu'à partir de là, le quotidien s'est construit en chanson, et en chantant s'il vous plaît. C'est un spectacle incroyable que celui de voir Marion cuisiner et chanter, comme le disait la Mistinguette, « Je suis comme le bon Dieu m'a fait, et c'est très bien comme ça ». Ou bien alors que la folie, ça se danse. Oui, ça se danse, et ça se chante, parfois même avec une véritable justesse. Des moments de grâce où nous accompagnons des hommes et des femmes qui vivent avec dignité, et juste l'espace d'un instant, l'étiquette du diagnostic est oubliée. C'est Marion, Gus, Max, et c'est tout. Après ce point d'ancrage, le travail avec Marion pouvait alors commencer. Un travail de jardinier, minutieux, respectueux, qui nous amène à observer, écouter, tenter de comprendre, accepter qu'il y a des choses que l'on ne comprendra sûrement jamais. Mais le principal est d'entretenir cette relation tel un jardin. Pas le genre de jardin que vous pouvez admirer dans notre belle région. Encore moins un jardin anglais propre et harmonieux. Non, son jardin à elle. Le jardin dans lequel chaque plante, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle donne des légumes ou pas, qu'elle fleurisse ou non, est à envisager sérieusement et avec respect. Car ma foi, ce que l'on appelle les symptômes, les rituels, les obsessions, de n'importe quelle folie, ne sont-ils pas des béquilles qui aident nos protégés à affronter le monde? Décréter de façon totalement arbitraire que tel ou tel comportement ne sont pas adaptés à nos normes sociétales sans tenter ne serait-ce que d'en comprendre l'importance, n'est-ce pas là ce que l'on peut définir comme de la maltraitance? Lors de la construction de cet écrit, nous discutions sur la notion d'intimité, ce que cela nous renvoie à nous, éducateurs, et ce que cela peut renvoyer aux personnes que nous accompagnons. Pour nous, l'intimité semblait se cantonner à l'accompagnement à la douche. L'intimité de la, puisque c'est elle qui occupe ma réflexion, n'est pas du tout gênée par ce genre d'accompagnement. Par contre, il se trouve que son lit est peuplé de petites choses qui ont une grande signification pour elle. Quelques mouchoirs en tissu, des bouts de coton, des peluches. Et cette intimité, tu n'y rentres pas sans permission. Les changements de drap sont le fruit de quelques négociations en amont, et je pense qu'il est important de savoir à quel point cela compte pour elle. Aujourd'hui, les choses sont loin d'être parfaites. Nous continuons à jongler avec les idées fixes de Marion. Nous essayons de leur donner une place. Car elles sont autant de désirs qu'il faut prendre en compte si l'on ne veut pas passer à côté de la relation. Donc même si rien n'est gagné, elle a trouvé une place dans ce collectif à travers cette organisation et dans cette institution. Pour conclure mon récit, la psychologue qui m'a accompagné durant cette aventure m'a conseillé de chercher dans l'étymologie du mot « outil » le sens que nos différentes sociétés avaient pu lui donner. Alors au début du XIIe siècle, c'est un équipement et les objets nécessaires qu'on embarque pour un voyage. Il me semble que nous ne sommes pas éloignés du propos. En 1174, c'est un objet fabriqué qui sert à faire un travail. Là encore, nous sommes dans le ton. Malheureusement, au XIIIe siècle, cela devient un membre viril. C'est peut-être à partir de cette époque que les choses basculent, sans vouloir faire de la psychanalyse de comptoir. Heureusement, en 1272, cela redevient un moyen d'action. Il est nécessaire de souligner, lorsque l'on parle d'outils, l'importance de son maniement, le tour de main avec lequel il doit être utilisé et qu'il est toujours fabriqué et destiné pour quelque chose ou quelqu'un de précis. Une belle métaphore de ce que pourrait être notre travail. Alors, dans cette belle vallée où coule un des innombrables gardons qui parsèment le Gard, qu'est-ce que je fabrique avec mes outils?
Et ces outils, quels sont-ils? C'est quoi mon bricolage? Est-ce notre humanité qui nous amène à parler d'accueil, d'ambiance, comme des leviers indispensables à n'importe quel accompagnement? Ou est-ce simplement l'héritage d'un concept que Pinel tentera de faire grandir au XVIIIe siècle et que des hommes inspirés et engagés tenteront de formaliser? Lorsque je regarde dans le passé l'histoire du fou, de la différence, la révolte gronde en moi. Lorsque je regarde à travers mon époque, je suis inquiet. J'ai peur pour Marion, Max et tant d'autres que vous connaissez. Des histoires effroyables où il n'est plus question d'accueil, d'ambiance et d'humanité résonnent autour de nous. On enferme à nouveau, on a commencé à remonter des murs, des barrières, des salles de répit. Jusqu'où cela va-t-il nous mener? La psychiatrie a grandi dans une époque où la société avait soif d'humanité, l'après-guerre. Où en est-elle aujourd'hui notre soif d'humanité? Les plus démunis seront-ils toujours la variable d'ajustement de nos états d'âme? Qu'est-ce que je fabrique avec mes bricolages? Des hommes, des femmes, des sujets donc, et j'espère que nous donnons une place solide à cette différence afin qu'elle reste une évidence dans cette belle vallée et au-delà. J'ai eu envie de terminer notre témoignage par une réplique de Jamel Debbouze dans le film La Marche, en m'excusant par avance sur mes références peut-être un peu douteuses, au vu de cette prestigieuse assemblée qu'est la nôtre. La France, c'est comme une mobilette. Elle a besoin de mélange pour avancer. Alors mélangeons-la. Voilà.